C'est l'heure de la chronique art de Sean Rose. Bonjour Sean. Bonjour Hélène. Et on va découvrir cette semaine l'œuvre de l'artiste belge Yann Fabre. On va découvrir qu'il n'est pas uniquement un plasticien. Oui, on n'est pas seulement plasticien, je le rappelle parce qu'en fait son œuvre est une œuvre plastique à la Galerie de Templon à Paris, rue Beaubourg. Donc je rappelle un peu qui est Yann Fabre. C'était une figure majeure dans sa génération. Il est né en 58, il est né à Anvers, d'artiste vraiment tout à fait complet, artiste donc flamand, très talentueux, qui est à la fois chorégraphe, qui a su faire beaucoup de choses. Il est performeur, il a été provocateur. Récemment, il a eu des problèmes parce qu'il a jeté des chats. Il a fait un lancer de chat à la mairie dans l'escalier de la mairie d'Anvers. Ça lui a valu d'être agressé par des activistes des droits animaliers. Mais bon, il est extrêmement virtuose. C'est quelqu'un qui aime travailler les tensions. Il aime bien, il y a un côté très virulent, mais en même temps, qui est toujours dans la beauté, des idées un peu étranges. Il a eu le droit au Cimès du Louvre. Il a fait révisiter la Pietà de David, où il s'est fait un autoportrait avec la mort qui le tenait comme ça, en Christ. Et la science l'intéresse beaucoup aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aime bien faire se croiser des champs différents et être assez transversal. Il est très fasciné par deux scientifiques. Il a fait d'ailleurs cette expo à la Galerie Templon qui s'appelle Gisant, hommage à E.C. Crosby et K.Z. Lawrence. Et donc c'est une exposition hommage à ces deux scientifiques. Effectivement, deux scientifiques, vous allez nous les présenter ? Oui, alors qui sont ces personnages? Alors, Lawrence, c'est quelqu'un qui est né en 1903, mort en 89. Il a partagé le Nobel en 73. C'était un biologiste et zoologiste autrichien. Et là, il en a fait donc un gisant, vous savez, ces statues tombeaux qui étaient dédiés aux personnages assez importants à partir du Moyen-Âge, mais on retrouve ça très très souvent dans l'âge baroque aussi. Et ce Lawrence, c'était quelqu'un qui a étudié l'inné et l'acquis, donc beaucoup l'histoire de cerveau. La neurologie intéresse beaucoup Yann Fabre, vous voyez. Donc il a fait un autre gisant, la fameuse E.C. Crosby, qui est Elizabeth Crosby, qui est elle une neuroanatomiste qui est née en 1988 et mort en 1993. Et vous voyez, c'est une femme qui s'est beaucoup intéressée à la transmission de la connaissance dans le cerveau. Et là, il s'est inspiré, pour le coup, du Cristo Velato, du Christ voilé de Giuseppe San Martino, qui est un artiste de la période baroque, mais tardive, italien. Et c'est un Christ voilé. Et là, il a mis cette femme. Et c'est très, très émouvant de voir ce corps à la fois vieillissant, mort, en fait, mais sous ce voile, comme ça, c'est très beau. En fait, c'est pas du tout morbide. Non, c'est pas morbide, pas tout à fait. Il a un rapport à la beauté qui est, en fait, si on considère que la vie fait partie de la mort fait partie de la vie, mais c'est toujours la beauté. Vous savez, il y a une phrase de Dostoïevski qui dit la beauté sauvera le monde. On écoute Yann Fabre qui a quelque chose à nous dire sur la beauté. On l'écoute. Yann Fabre. Je me considère comme un artiste anti-cynique. Je suis un artiste qui croit en la beauté, mais pas la beauté uniquement comme une pure forme d'esthétique. Sinon, ce serait de la beauté synonyme de maquillage. Mon travail consiste à concilier la beauté et l'éthique. La beauté nous console, la beauté nous fait réfléchir, la beauté nous fait sentir. La beauté guérit les blessures de l'âme de celui qui la contemple. La beauté ne meurt jamais, même quand l'œuvre a disparu, parce qu'il ne s'agit de l'objet en soi, l'objet physique de la chose, mais bien l'acte spirituel de la fabriquer, de l'exprimer. Tout cela pénètre dans le corps et l'esprit du spectateur. Alors sur la dernière image, on voyait aussi que la beauté chez lui est incarnée par les cerveaux aussi. C'est assez étrange. Oui, parce qu'en fait, vous savez, avant l'image du cerveau, c'était de l'amour, du sentiment, c'était le cœur. Et là, c'est le cerveau, parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on découvre que c'est dans le cerveau que tout se passe. On tombe amoureux parce qu'on a des connexions, des synapses et des hormones et tout ça. Et là, il a fait encore... vous savez, il s'était intéressé au marbre. Je m'étais trompé, c'était pas David, mais Michel-Ange. En fait, Michel-Ange ayant fait un David en marbre de Carrare. Donc, il a pris la même matière que ces artistes de la Renaissance et de l'âge baroque. Et il a fait aussi... Il s'inspirait de ce qu'on appelle les
les vanités, vous savez, dans la peinture flamande, où on montre des animaux qui montrent la mort, les fleurs qui montrent l'évanescence de la fugacité de la vie. Et là, on voit des petits insectes. Et c'est vrai que tout se passe dans le cerveau. Lui, il dit que c'est l'organe le plus sexy, puisque finalement, c'est là que tout se passe. Et il y a vraiment ce rapport symbolique du cerveau. On ne le représente pas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on représente des petits cœurs pour la Saint-Valentin, mais on devrait représenter des cerveaux parce que c'est là que ça se passe. Et il y a vraiment un lien de l'intelligence humaine qui passe par ça, par le cerveau, mais qui crée aussi de la beauté. C'est ce qu'il disait dans son entretien. Et moi, je trouve que c'est très, très, très beau, ce travail tout en délicatesse de marbre. C'est comme du lait de la vie. En même temps, c'est l'éternité. À voir à la Galerie Templon, c'est ça? On a un peu de temps? Oui, jusqu'en avril, le 20, je crois. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Sean. C'était la chronique art. Et la mode est également une forme d'art. Paris est pour quelques jours la capitale de la mode. La Ville Lumière accueille en effet les défilés prêt-à-porter pour l'automne-hiver prochain. L'occasion de nous intéresser à plusieurs expositions parisiennes qui retracent l'histoire et l'évolution de la mode. Tour d'horizon avec Pégri Boguer. La mode, aujourd'hui, elle évoque les strass, les flashs, les défilés. Mais au fait, avant, c'était comment la mode? Le musée des arts décoratifs remonte le temps, jusqu'en 1700, et retrace 2 siècles de mode européenne. L'époque des corps à baleines et des paniers. Voir et être vu. À la cour du roi, les tissus viennent d'Inde, de Chine ou du Bengale. Les techniques et les tendances voyagent de la France à la Pologne, en passant par l'Angleterre. Et Paris s'impose comme capitale de la mode. Les modèles parisiens s'exportaient par des poupées de mode, donc des poupées de bois qui étaient habillées précisément avec les dernières créations du temps. Et ces poupées partaient ainsi dans les grandes courses européennes. Ces poupées de mode avaient un passeport particulier qui leur permettait de passer les frontières, même en temps de guerre. D'abord de bois, d'osier ou de cire, au XIXe siècle, les mannequins deviennent de chair. Avec le corps de la femme, le vêtement prend vie. Commence alors l'histoire d'un métier, raconté à la cité de la mode et du design. D'abord anonyme, le mannequin devient célébrité dans les années 80, mais qu'elle s'appelle Cindy ou Naomi, le super top reste une poupée vivante. Je pense que le métier de mannequin, c'est certaines femmes qui nous font rêver, et puis toutes les jeunes filles qui rêvent d'être mannequins rêvent d'être ces grands tops. Mais l'exposition montre aussi que c'est un petit peu l'envers du décor et c'est un travail plutôt répétitif où effectivement on est souvent porte-manteau pour vendre du vêtement. Le corps, objet animé à la merci du créateur. Poussé à l'extrême, cela donne les surprenantes créatures exposées à la gaieté lyrique. Des silhouettes souvent grotesques, habillées par Alexander McQueen, mais aussi d'autres créateurs moins connus. Comment des créateurs de mode, des stylistes, à force de pousser très loin leurs expérimentations, leurs recherches, finissent par créer des figures, créer des personnages, comme une génération spontanée qui est en train d'émerger. Nos perceptions de la beauté s'en trouvent toutes chamboulées. Peut-être parce que ces monstres de mode s'émancipent avec brio du diktat des mensurations et des podiums un peu trop formatés. Voilà pour cette page culturelle.